Moi, je dis que l'énergie la plus puissante, c'est l'amour. Et si on commence à réapprendre à s'aimer, on peut commencer à se guérir. Pierre Yonaz s'applique à défroisser les âmes. Magnétiseur, médium, guérisseur spirituel, il est une référence. Instinct animal, humilité, simplicité. De la terre au ciel, c'est le titre de son dernier livre. Pierre est ce pont entre le visible et l'invisible pour porter les seuls messages qui font sens. Le rôle d'un médium, c'est pas de faire plaisir à l'autre, c'est de passer le message qui, on l'espère, va guérir l'autre. On n'appelle jamais un défunt, on n'appelle jamais, il est là. Et ce jour-là, dans le studio d'Entre vous et moi, nous n'étions pas seuls. Pierre l'a vu, bien sûr, derrière moi, immédiatement. Il m'a décrit sa présence, transmis son message, précisé sa venue. Là, s'il s'est présenté tout de suite, c'est pas moi qui voulais regarder, c'est lui qui s'est montré. Il m'a dit, pour une fois, on va quand même lui montrer que je suis là, avec des choses précises que personne d'autre ne sait. Pierre Yonaz a été abandonné à la naissance. Il a connu la survie dans la rue, la faim, la violence. Mais il porte en lui une lumière depuis qu'il est né, celle de ses anges gardiens, ses amours, qui éclairent son chemin et éloignent les ombres. Pour Entre vous et moi, Pierre Yonaz se confie comme rarement il l'a fait. Quand les gens ont du mal à être aimés, ou ne savent pas aimer, ou ne veulent pas être aimés, c'est bien d'avoir quelqu'un dans leur environnement qui peuvent aimer pour deux. Et les remplir malgré tout. Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous recevoir sur Entre vous et moi, et une joie double, parce que vous nous faites un cadeau et on vous fait un cadeau. Figurez-vous que vous êtes très nombreux dans vos messages à nous demander d'inviter Pierre Yonaz. Oui, oui. Encore récemment, quand on a reçu Stéphane Alix, Stéphane qui a beaucoup parlé de Pierre Yonaz, puisque dans son livre, il en était question. Les messages que vous nous laissez, c'est mais demandez à Pierre Yonaz de venir. Nous, parallèlement, on reçoit un communiqué de presse de son bras droit qui nous propose le dernier livre de Pierre Yonaz. Alors ça fait beaucoup, non? Stéphane Alix, vos messages, le communiqué de presse qui tombe. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de hasard, en tout cas moi, c'est mon adage. Il y a juste le temps qu'il faut pour se connecter. Sur Entre vous et moi, on est ensemble, c'est votre chaîne, et c'est grâce à vous qu'elle existe, grâce à vos abonnements, grâce à vos likes et grâce à vos messages. Parce que ces messages-là sont interactifs. Et plus vous nous dites ce que votre cœur vous dit, plus nous, ça résonne avec le nôtre. Alors c'est une grande joie de vous présenter notre invité, Pierre Yonaz, qui est là, dans le fauteuil d'Entre vous et moi. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Je suis émue parce que depuis qu'on sait que vous allez venir, toute l'équipe vous a lu. Ah. Toute l'équipe vibre de vos mots. Mon collaborateur, vous connaissez bien avant moi. Et c'est un nom comme ça qui passe sur Entre vous et moi et qui fait un lien de nos vies. Alors, je vais déjà poser la première question, mais je ne doute pas de la réponse. Moi, j'ai envie de te dire tu. Bien sûr. Okay. Tout le monde me dit tu. Voilà. Et ça me fait plaisir. Ok. C'est comme si il y avait comme un univers qui rapproche Ouais. dans le tu, tout en gardant la barrière du respect de l'autre. Exactement. Bien sûr. Oui, ça me va. C'est un peu le you anglais qui est tu et vous. C'est ça. Tu peux me dire tu. Eh ben, merci. On va parler évidemment de ton actualité avec la sortie de ce livre qui est aussi épais que ton chemin. Ouais. Un chemin initiatique de la terre au ciel. Évidemment, on va en parler. Il est annoté partout parce que je n'ai pas perdu une ligne. Et puis, on va parler aussi de ce petit trésor, le soigneur d'âme, parce que tu es un soigneur d'âme. Ben oui, parce que le but des personnes qui sont dans l'univers dans lequel j'évolue, donc en tant que guérisseur, médium, mais avant tout être humain, c'est de défroisser l'âme de l'autre, en apportant des messages ou des conseils, tout en leur laissant le libre arbitre, bien sûr. Mais c'est pour ça, un médium, un guérisseur, un magnétiseur, c'est avant tout un guérisseur de l'âme. Donc c'est un guérisseur.
Et il y a un mot qui est sorti de la bouche de Pierre en arrivant dans le studio, c'est humilité, simplicité, en fait. La plus grande des forces, c'est la simplicité, ça permet de garder son humilité. Ça ne nous éloigne pas de notre propre humanité. Parce qu'après, on rêve de quelqu'un d'autre que de soi, tout en regardant son image. Donc il faut rester simple. Alors pour en arriver là, il y a eu un sacré chemin. Oui. Sacré chemin. D'habitude, tu sais, quand je reçois quelqu'un, évidemment, je potasse les histoires. C'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé ton chemin. Et généralement, j'ordonne mes questions. J'ordonne mes points d'interview. Et là, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à préparer l'interview. Parce que je suis tombée sur cette phrase, l'intellectualisation et la prison du ressenti. Oui. Moi, j'ai grandi, intellectualisation, études, on apprend. Ce qui est génial, c'est que ça te permet de ne pas trop ressentir les choses. Oui, parce que ça permet de mettre des cadres qui nous sécurisent et qui nous donnent des bases de compréhension de seulement ce que l'on a appris à travers ceux qui nous les apprennent. Mais le ressenti, c'est basé sur l'instinct de préservation. Ouais. Et c'est toujours une vérité quand on écoute son premier ressenti. Cette phrase, elle est dans le Soigneur d'âme. Je l'ai dit 3 fois dans le Soigneur d'âme, volontairement. Et donc, à un moment donné, c'est pas parce qu'on va lâcher ce que l'on sait, parce qu'il faut le garder en mémorial pour pouvoir être dans ces cadres, que l'on va se mettre dans une insécurité. Oui. C'est justement parce qu'on va commencer à se rencontrer intérieurement que l'on va se réapproprier ses sens, le toucher, le goût, etc. Qu'on va déjà réapprendre à aimer la nourriture de manière différente, des odeurs de manière différente, parfois qui nous dérangent, d'autres qui nous remplissent. C'est là que l'on va commencer à contrôler ce que nous sommes. Et tout se joue à ce moment-là. L'intellectualisation et la prison du ressenti. Merveilleuse phrase. Hein. Ah ben c'est... Moi, elle a beaucoup résonné. Alors, on va se mettre à nu. Moi, je vais te promettre de ne pas intellectualiser, de juste vibrer et vivre l'instant. Tu es rentré et tu nous as dit qu'au premier regard, à la première découverte d'un lieu, d'une rencontre, tu sais, tu vois et tu sens. Oui. Tu sens quoi là ? Ici, je sens beaucoup d'amour, je sens beaucoup de cette envie de vouloir exister, même pour les personnes absentes, et surtout pour elles. Et à partir de là, j'ai ce remplissage de vouloir bien faire, mais toujours dans une... Il y a une noblesse, une pudeur dans ce lieu. Il y a aussi de la vie, j'entends des rires, j'entends des joies, j'entends de la sécurité, mais j'entends aussi de l'harmonie humaine. Ça fait de belles couleurs, ça. Ça fait un arc-en-ciel. Je veux exister, je veux changer, je veux me transformer. Et le lieu me remplit, et je le remplis de cette énergie. Donc les gens, quand ils ne sont pas dans cette énergie, ne restent pas longtemps dans ce lieu. Mais quand ils sont dans cette énergie, investissent le lieu. Tu serais reparti par lui. Tu serais reparti s'il y a eu un problème ? Non, je serais resté, mais je l'aurais dit. Parce que rien de mieux que la transparence. Et je me sens très bien ici. Très bien. Il y a un mélange de construire, cocooner, mais également transformer la manière d'être aimé et d'aimer. Et c'est ça la clé, ici. D'être vivant. Alors ce lieu, je vous ai dit que j'allais être transparente. Ce lieu est un double lieu. Ce lieu est ma maison. Et ce lieu est le studio dans lequel nous avons créé, avec mon collaborateur qui est en coulisses là, entre vous et moi. Ce lieu a vécu le pire drame de ma vie. Puisque mon mari est décédé dans cette maison et dans notre chambre. Ce lieu, on m'a dit de le fuir, en me disant, avec nos enfants, partez, parce que vous ne pouvez pas vivre dans une maison où la mort
est arrivé. Et l'intuition nous a fait dire, à mes enfants et à moi, mais pourquoi on s'est installé ici? Parce qu'on aimait cette maison, parce qu'on l'a découverte à 4. Pourquoi on devrait partir? Parce que la mort nous a enlevé, Claude. Oui, mais la mort, c'est la vie dans la continuité de la vie sous une autre forme. Et quand je suis arrivé ici, j'ai bien parlé de quelqu'un absent, de l'absence, mais qui remplit le lieu de sa présence. Ce lieu, il est pas à fuir, il est à remplir par T'es une d'accord vie. qu'il est là? Bien sûr qu'il est là. Et je vois ce départ avec ce problème respiratoire, avec tout ça. J'étais pas là ce jour-là. Il me le montre. Je l'ai jamais vu, hein, mais je pense qu'il est châtain foncé ou brun, je sais pas, quelque chose comme ça. Et qu'il y a eu des problèmes respiratoires, etc., des problèmes pour se lever, mais une conscience jusqu'au bout, avec cette tendresse et ce regard plein d'amour, et cette larme qui coule avant de partir, sur le côté. Mais j'étais pas là. Et pourtant, il me le montre. T'as vu la larme qui a coulé de... Bien sûr, c'est ce que tu as vu aussi. Ah bah oui. Puisque il me le montre, il est à côté. Là. Je ne suis pas au courant de tout ça. Juste dans l'instant T, quand on me parle. Et cette voix posée, cette voix douce, qui cherche, qui calcule chaque mot, pour ne pas blesser. C'est la manière dont j'entends la voix. Une voix plus posée. Je l'entends. Ça s'appelle de l'amour, au-delà du corps. Il est avec vous. Ça va? Non, mais je le sens en fait, c'est pour ça. Moi je le vois, parce qu'il m'autorise à le voir. Hein. Toi, tu le vois. Oui. Cette présence qui est juste là, un courant d'air frais qui passe là, maintenant. Ben, c'est là, le fait de poser la main sur l'épaule, ça fait un courant d'air frais. L'atmosphère qui change là, qui se pose comme ça, c'est ce qu'il en dégage. Je le sens heureux. Heureux de retrouver cet homme, le front dégagé, du côté paternel, qui lui manquait, d'après ce qu'il est en train de me dire. Voilà, Dominique. Bon, il a dit qu'il était là, il est là. Voilà. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu es quelque part, tu ne peux jamais être seul. Je ne suis jamais seul. Jamais. Tu es entouré. Toujours, depuis toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est toxique, ça rentre dans mon univers, ou ça me dérange. Non, c'est comme un accord entre eux et moi. Là, s'il s'est présenté tout de suite, c'est pas moi qui ai voulu regarder, c'est lui qui s'est montré. Je ne vais pas inventer le prénom, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Claude, hein, c'est ça. Et je me suis laissé faire, parce qu'il m'a dit, pour une fois, on va quand même lui montrer que je suis là, avec des choses précises que personne d'autre ne sait. Voilà, ça voulait dire, ce message, ça veut dire, je suis toujours vivant, dans une autre forme, mais tu vois, je peux aussi communiquer avec certaines personnes. C'est ça, être médium. C'est ça, être médium, oui. C'est pas imaginer ce que pourrait dire, c'est pas... La vraie médiumité, c'est être installé dans une fréquence différente, mais surtout dans l'instant présent. C'est là où le voile se déforme, où les défunts, on les appelle comme ça, hein. Moi je les appelle mes amours, énergie consciente, rentrent dans notre fréquence pour nous, se connecter à nous. Et à partir de là, on doit transmettre uniquement ce qu'ils transmettent, et non pas déformer ce que moi j'ai envie de dire pour faire plaisir. Le rôle d'un médium, c'est pas de faire plaisir à l'autre, c'est de passer le message qui, on l'espère, va guérir l'autre. C'est ça la médiumité. C'est la fréquence, c'est être dans l'instant présent, la verticalité, toujours être rationnel, ne croire que ce que l'on voit, pour éviter de mélanger la réalité et l'imaginaire. Et être juste un passeur de messages. Et ce qui fait le pont, c'est l'amour. L'amour que tu as pour lui, l'amour que tu as pour toi, crée toujours cette connexion. Et moi, je suis entre les deux, où ce pont s'ouvre dans une ruelle, on va dire, ça ouvre une porte, où il va me capter pour transmettre cet amour.
Et moi, comme je fais ça par amour, ça ne mélange pas la molécule, ça la renforce. Le médium, ça sert à rien d'être médium pour le garder pour soi et raconter des choses qui font plaisir. C'est une pièce à deux faces, ça. C'est une fausse pièce. Alors que s'il passe vraiment le message tel qu'il est, comme le parfum que je reçois, il aimait le parfum. Le parfum assez doux qu'il m'envoie. C'est quelque chose que je dois transmettre directement. C'est pas pour soi. Ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui pensent être médiums, mais ils sont sincères dans ce qu'ils font, mais ne sont que connectés à l'imaginaire de ce qu'ils pensent avoir comme réponse, donc basé sur l'intellectualisation. Ils doivent capter certaines choses. Ça peut être un ressenti physique, une émotion qui traverse, mais le problème, c'est qu'ils quand ils perçoivent ça, ils disent « ça y est, je reçois ». Donc déjà, dès que je parle dans ma tête et que j'ai une question, c'est que je suis déjà dans le mental. Donc, alors qu'il faut être l'animal, un vrai, comme mammifère que nous sommes, qui va percevoir et transmettre, comme le chat, comme le chien. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Max et Milo, oui. Qui sont toujours là. Ils sont venus me dire bonjour. Pour accueillir. Oui. Toi, j'allais dire que cette médiumnité que tu refuses d'appeler un don. Ça n'est pas ça. Un don, ça serait quelque chose d'exceptionnel en dehors des aptitudes que l'on a nous-mêmes. Ouais. Donc c'est quelque chose quelqu'un qui a quelque chose en plus. Ouais. Non. Comme je le dis, c'est basé sur l'instinct de préservation, donc c'est relié à notre cerveau reptilien, donc cerveau primitif, comme on dit, mais qui est beaucoup plus évolué que le néandertalien à la base, d'après certains scientifiques. Donc il va être basé sur le fait de s'auto-préserver. Donc relié à nos corps subtils, qu'on appelle l'aura. Et l'information va passer dans le reptilien, qui va passer dans le foie va passer dans le côlon dans le grêle dans l'estomac, on la digère ou on ne digère pas l'information, et ça va monter ici. Donc tout ça c'est naturel, quand y a plein de gens qui font de la médiumnité. Plein de gens qui font de la médiumnité sans le savoir. Par exemple, je donne un exemple ou deux. Je rentre dans un lieu, je ne suis pas médium, rien, hein, je suis carré, rationnel, et là, il y a quelque chose qui me pousse à l'extérieur, je ne peux pas rentrer, ça ne passe pas. Ouais. Ça, c'est les corps subtils qui m'envoient l'info. Et ça, c'est basé sur l'instinct de préservation qui va déclencher mon intuition et mon ressenti. C'est ça le cheminement de la médiumnité. Voilà. Et c'est pas un don. Toi, tu as ressenti ça dans le ventre de ta maman. Oui. Alors on va, si tu le veux bien, venir à ton histoire, à ton chemin, puisque c'est ce que tu racontes à cœur ouvert, avec une force et une simplicité désarmante dans ce livre. Tu expliques que, de la même manière, au départ, tu ne comprenais pas. Tu ne savais pas ce qui se passait. Non. Mais tu ressentais des choses. Oui. Dans le ventre de ma mère ? Dans le ventre de ta maman. Dans le ventre de ma mère, je me suis senti en danger. Donc, mammifère que je suis, je déploie tout ce que je reçois, tout ce que je perçois. Donc à partir de là, je me sens mal à l'aise, je me sens pas bien, je me sens étouffé, je me sens emprisonné, Mais ça, c'est une mémoire qui est revenue. Une mémoire qui est revenue à la suite d'une sortie astrale involontaire. Vers l'âge de 18 ans, je sors de mon corps et tout d'un coup, je me trouve dans le noir. Mais je me sens pas... Je me sens bien, en fait. Je me sens flotter dans quelque chose. Tout d'un coup, je regarde dans cet univers dans lequel je suis et je vois des mains de bébé. Alors je me dis, je suis dans le ventre d'une femme enceinte. Et je comprends très vite qu'en fait, je suis dans le ventre de ma mère et que le bébé, c'est moi. Et là, je revis des souvenirs qui ont existé avant, dans mon passé. Je revis cette agression, je revis le fait que ma mère ne me voulait pas. Je reçois l'émotion, je reçois le rejet. Je reçois aussi des addictions qui font qu'on veut me faire partir comme ça. Et je suis persuadé que l'on veut me tuer. Et à un moment donné,
perçois quelque chose de pointu qui pousse mon univers. Une fois. Mais longtemps. Donc j'essaye de... J'ai pas la faculté de bouger mes jambes ou mes pieds, je suis qu'un bébé. Et tout petit à l'époque, hein, je ne suis pas un bébé formé complètement. Hein. Et une deuxième fois. Et après, je sens une énergie qui s'éjecte vers l'extérieur. Et en fait, ma mère avait fait appel à des faiseuses d'anges à l'époque. Avec des aiguilles. Avec des aiguilles. Alors moi je dis des aiguilles à tricoter, mais c'est un peu ça, hein, je crois. À partir de là, je pense que cet épisode très violent m'a déclenché tout ce que je suis aujourd'hui. Sans le savoir, puisque Inconsciemment, tout ce sans savoir, temps-là, parce qu'après je suis né, j'ai c'est vécu ça. des choses. Mais après c'était compliqué quand je suis né, parce que je voyais les choses que les gens ne voyaient pas, et j'entendais les choses que les gens n'entendaient pas. Dans la couveuse. Bah oui. Je suis bébé, je suis dans la couveuse, donc je ne peux pas voir avec mes yeux. Nous sommes d'accord. Je vois flou, mais je vois parfaitement une femme qui se met au-dessus de moi. Une femme, aujourd'hui je dis une femme âgée, mais avec cette douceur, cette tendresse, cet amour qui m'enveloppe. Et derrière, je vois quelque chose de plus sombre qui veut s'approcher de moi également. Donc est-ce que ce sont, comme je dis aujourd'hui, si vous voulez voir l'aura des gens, ne regardez pas avec vos yeux de matière, mais regardez avec les yeux de votre âme. Et vous verrez ce qui est. Je pense que c'est comme ça que je voyais les choses. Donc tout ça, c'est devenu une mémoire qui sera déclenchée grâce aux sorties astrales que j'ai faites involontairement. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Quand la boîte de Pandore s'ouvre au niveau du mémorial, dans un souvenir, tout s'enchaîne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir raconter. Ouais, alors tu racontes cette scène bouleversante. Et puis, on peut se dire que tu as déjà vécu le pire. Disons, c'est bon, ce petit bébé-là, il en a eu pour son argent. Comment tu expliques que la suite est, j'allais dire, il y a une logique dans tout ça, à partir du moment où, lorsqu'on veut me poser sur le poitrine de ma mère, elle repousse l'enfant, enfin, elle me repousse. Donc derrière, on peut imaginer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'après, elle ne veut pas me voir, donc elle m'abandonne, elle me laisse à la DAS, et il y a tout qui s'enchaîne. Après, à l'époque, on rentre, on tombe sur une bonne famille, on tombe pas sur une bonne famille, on est dans un orphelinat, on est un peu partout, on est un peu... surtout que moi, ça a mis 3 ans avant d'être reconnu orphelin, parce qu'elle ne m'avait pas abandonné, elle m'avait confié en disant qu'elle reviendrait. Donc pendant 3 ans, j'ai été ballotté un peu partout, sans statut, juste un numéro. Numéro qui marque 343 711, comme inscrit. Et après, j'ai été reconnu orphelin, et la DAS m'a pris en charge, ils m'ont mis famille d'accueil, etc. Et alors tu tombes sur une Donc famille... ça commence par un chemin... de rejet. De rejet, mais on va dire que la DAS m'a quand même tendu la main. Puisque c'est une institution qui est faite pour ça, à la base. Mais j'allais dire, c'est la moindre des choses. On est d'accord. Mais elle te place pas forcément dans une famille aimante. Dans cette famille, j'avais déjà mon demi-frère. Puisque c'est assez particulier, ça, parce que mon frère et moi, on n'a que 9 mois et 20 jours d'écart. Richard, oui. Et il était confié à l'époque, avant que je naisse, ma mère le confiait à cette nourrice qui le gardait, et elle le récupérait le soir après le travail. Et quand je suis né, on a fini la DAS tous les deux. Et donc ils n'ont pas voulu séparer les 2 frères, et ils nous ont placés dans une famille où il y avait déjà 4 enfants, plus nous 2, un père et une mère. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Dans la famille, il y a des gens bien, des gens sérieux, des gens qui aiment comme ils peuvent avec leur maladresse, comme beaucoup de familles, et d'autres plus sombres, plus lourds. Comment tu expliques que la vie t'est placée dans cette famille? Moi, je dis que lorsqu'on est de l'autre côté, en tant qu'âme,
Tout est facile, on a l'omniscience, on peut voir à 360 degrés sans bouger, on sait tout sur tout le monde, on connaît. En fait, tout simplement, on sait. Et là, on est assis sur son nuage, je m'imagine assis sur mon nuage à regarder la Terre en zoomant et dire, tiens, si je m'incarne, je vais choisir cette femme et cet homme. Pourtant, ils sont très loin l'un de l'autre. Donc, une énergie de choix ou d'intention par une âme pleine d'amour qui veut s'incarner va peut-être créer une émulsion qui fait que ces deux personnes se rencontrent. Ne veut pas dire qu'ils restent ensemble, mais ils se rencontrent. Et là, je viens sur Terre. N'ai-je pas déjà là structuré, construit un petit peu ma ligne? Si cette femme et cet homme ont une culture, sont dans un pays avec des traditions, des codes, d'accord, hein? Et si moi-même je sais déjà qu'elle ne veut pas un autre enfant, et qu'il est trop tôt, avant de naître. Mais ça, une fois qu'on s'incarne et qu'on rentre dans un corps qui fait mal, on a tendance à oublier ce que nous savons. Tu l'as et c'est choisi. bien pour découvrir les choses. Tu l'as choisi. Bien sûr, je l'ai choisi. Après, ce sont nos choix qui font qu'on rend les choses plus faciles ou plus difficiles. Mais en tant qu'enfant, on n'a pas le choix. C'est là où on doit subir le chaos de l'impulsivité émotionnelle, psychologique et violente de certaines personnes qui nous environnent. Et c'est ça qu'il faut surpasser. Bien sûr, j'ai choisi mon départ, mais pas la manière dont il continue. Au départ, en tant qu'enfant. Et tu prouves que on a le choix, la possibilité de cheminer, surtout lors des épreuves. C'est Oui. ce que ton écrit démontre, parce que non seulement tu n'es pas aimé par cette nourrice, tu es maltraité physiquement, psychologiquement, mais en plus, elle va aller plus loin. Oui. À l'âge de 16 ans. À l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, elle a signé le non-amour qu'elle avait pour moi. Un soir, on finit un déménagement. On était en région parisienne, au Val d'Argenteuil. J'ai donc cet âge-là, 16 ans. J'étais avec un ami, d'ailleurs je l'embrasse, qui s'appelle Fabien. Et on continue, on finit le déménagement, on ferme les camions. Le chauffeur se met au volant, elle monte, c'était une 3 places. J'ouvre la portière, je mets le pied sur le marchepied, je vais pour monter, elle me pousse et elle me dit « Je n'ai pas de place pour toi où je vais ». Elle ferme la porte et le camion s'en va. Je le vois ensuite à l'horizon et il disparaît dans un virage. Et je suis là. Écrasé par ce qui m'environne. Écrasé par ce qui m'environne. J'ai eu cette sensation profonde et forte et puissante d'être devenu tout petit tel une fourmi. Et je voyais les immeubles, qui étaient des immeubles de cité, devenir des gratte-ciel. Tout devenait se déformer, tout devenait immense. Même un trottoir était pour moi immense. Comme si j'avais perdu toutes mes bases. Comme si j'étais cette âme intérieurement qui s'était froissée. Celui qui s'est relevé en premier, c'est mon ami qui m'a relevé. Et une phrase est sortie, ça doit être l'ego de la résilience certainement, où j'ai dit, de toute façon, j'ai pas besoin de toi, je m'en sortirai. Vous êtes un enfant dans une famille, quelle que soit la famille, quelles que soient les méthodes qui se passent dans la famille. Une nanoseconde après, vous n'êtes rien. Pour elle. Et là, vous devenez un... Comme j'ai dit, il faut que je m'arme. Comme je suis sur un champ de bataille, je vais m'armer pour devenir un guerrier, pour pouvoir surpasser ça. Attends Pierre, ta mère de sang... Biologique. Biologique, merci. Ta mère biologique t'abandonne. Mmh. Tu es confié à une autre famille qui t'abandonne. Oui. Tu vas trouver où cette volonté de dire à la vie, non,
tu vas pas gagner. Je vais vivre. Je sais que cette vie, j'y ai ma place. Ça se trouve pas à l'extérieur. Ça se renforce à l'extérieur quand une main se tend vers vous. Ça se renforce. Mais intérieurement, c'est une foi. Je ne mettais pas le mot foi sur ça. Je n'avais pas ces notions-là. Une énergie puissante qui est montée du plus profond de mes entrailles. Mais à contrario, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de jugement. Je dirais, de toute façon, c'était plus qu'une résignation, puisque c'était un fait. Mais je me suis dit, je me suis même pas dit, je me suis dit, faut que tu vives, faut que tu survives, donc j'ai vécu. Et là, c'est là où tout le sens du mot vivre l'instant présent, parce que j'entends beaucoup de gens me dire, ah oui, il faut vivre l'instant présent. Non, là je peux vous dire que, je dis à tout le monde, quand je dis vous, que l'instant présent, là, il prend vraiment sa véritable forme. On doit se protéger, se sécuriser, se nourrir. Basique, l'animal. Et là, c'est l'animal qui La sort. survie. Là, c'est l'animal blessé, dos au mur, qui voit arriver les chasseurs au loin. De la rue. Et les chasseurs de la rue, c'est des clans. C'est compliqué. Parce que là, tu es clairement dans la rue. Bah oui. J'ai un survêtement, des baskets, un t-shirt et un pull. C'est tout ce que j'ai sur moi. Est-ce que là, sans le savoir, puisque c'est vers tes 18 ans que tu fais ton premier voyage astral dont tu as parlé, est-ce que là déjà, tu sens que tu n'es pas seul? Alors j'ai cette chance de le savoir depuis l'enfance, depuis petit. Tu le sais. Je le sais, puisqu'en plus je les vois. Et ils m'accompagnent. Mais tu sais ce que c'est déjà à l'époque? Oui, je savais déjà qu'il y avait un être blanc que j'appelais mon bonhomme de neige, quoi. Ok. Depuis Ton ami petit. imaginaire, quoi. Par exemple, Comme quand j'étais dans cette famille, on habitait à Châteauneuf-en-Thymerais, les gens ne connaissent pas, mais c'était une petite maison, voilà, qui appartenait à la ville, parce que mon père de la famille nourricière, que j'aimais profondément, Roger. Bernard. Pourquoi j'ai dit Roger, c'est mon grand-père? Parce que j'ai changé le nom. Mais moi, je vous donne son vrai prénom. C'est Bernard. Roger, c'est le nom de mon grand-père. C'est ton grand-père, c'est mon grand-père. C'est marrant, on a encore un point commun. C'est mon grand-père. Bernard. Ok. Et donc, j'étais sur cette pelouse à jouer. Je parlais avec des gens. J'étais tout seul sur la pelouse. Et les adultes disaient, mais parle à des amis imaginaires. Ils n'étaient pas imaginaires pour moi. Je les sentais, ils pouvaient me palper, me toucher. Ils m'ont toujours accompagné. C'est aussi là que j'ai puisé une force. C'est là où je me suis dit, le chemin s'assombrit. Mais quand on a des gens qui nous accompagnent depuis petit, depuis bébé, on sent qu'ils portent une lanterne pour vous éclairer, même si le chemin s'est assombri. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, il faut faire des choses pour soi. Ça veut dire que c'est pas facile. Ça veut dire aussi qu'on est porté. Ben oui, tu as une lumière sur le chemin. Ça apporte une force. Ton petit bonhomme de neige que tu as appelé Arca, un drôle de nom. C'était quoi ça? Arca, oui. C'est fou ça. Je ne savais pas le dire quand j'étais petit. C'était un nom que je disais Arcamaède. C'est Arcamaède, c'est ça. C'est un petit garçon qui dit ça et qui par exemple, quand j'étais petit, je disais à quelqu'un, quand quelqu'un prenait un médicament, je disais, tu prends ton médicament. Ouais. Parce que pour moi, quand on disait médicaments, pour moi c'était mes médicaments. Ouais. Donc je coupe les mots comme ça, et donc Arcamaël, non, oui, c'est son vrai nom, mais différemment. Elle est toujours avec moi. Et là, tu es déjà médium et tu le sais pas. Oui, j'ai pas ces mots, j'ai pas ces termes, moi je connais rien, moi tout ce que je suis là, c'est que je suis une poussière sur un gravier sur lequel les gens marchent, parce qu'il est différent, puisqu'il vit dans la rue, commence à sentir mauvais, commence à avoir une apparence qui plaît pas. Cette poussière, quand on marche sur le caillou, elle retombe sur un autre caillou, des fois plus piquant, plus tranchant. Et puis parfois, on remarche sur cette poussière, elle arrive dans un endroit qu'il sécurise, une cave, un hall d'entrée,
une main qui se tend. Mais cette poussière, plus on la bouscule, plus elle apprend. Et plus elle flotte, sans vouloir déranger. Si on peut y mettre une image. Alors tu vis dans la rue, tu connais la violence, tu connais les combats de rue clandestins, oui. Parce que des gens se disent « celui-là, il va nous faire gagner de l'argent ». Et toi, en lisant ce livre, je me dis « mais il ne sait pas où il va, mais il y va ». C'est ça. Je ne vivais pas pour un futur qui n'existe pas. Je vivais pour un présent, pour pouvoir vivre tout simplement, ou plutôt survivre. Est-ce que c'est comme ce petit garçon que tu étais et qui passe devant l'horloger? J'ai été bouleversée par ce passage. Pendant plusieurs jours d'affilée, tu t'arrêtes devant... Raconte-nous. En fait, quand j'allais à l'école, dans le village, quand je tournais dans une petite rue de ce petit village, à ma droite, je me rappellerai toujours, à ma droite, il y avait cette porte en bois avec cette cloche à l'intérieur, à l'ancienne. Et il y avait une petite vitrine qui était là avec des montres à gousset, des horloges et tout. Et moi, je trouvais que c'était un monde magique. Et donc, tous les jours, à chaque fois que je passais, je mettais ma tête à la vitrine comme ça, donc avec la buée et tout, je regardais pour voir le magicien à l'intérieur qui construisait du temps. C'était ma réflexion. Et puis un jour, je fais ça, et là, je vois sa tête. Et donc, je recule de peur, il m'a attrapé, il m'a vu. Et il me fait un sourire, et là, ça a volatilisé la peur, mais ça m'a figé sur le plat, de manière paisible. Il a ouvert la porte, j'ai entendu la cloche, il m'a dit, mais petit, si tu veux venir en voir, tu peux rentrer. Et là, je suis rentré dans l'univers du magicien. Et c'est là que je lui ai posé la question. Mais vous construisez du temps. Il me regarde, il me fait, qu'est-ce qu'elle est mignonne ta question. Je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, tu vois, sous plein de formes différentes, j'ai construit du temps. Mais j'ai jamais réussi. À quoi? À l'attraper. À l'attraper. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vivre maintenant. J'ai trouvé que en fait, si tu ne devais garder qu'une phrase de ce livre, c'était ça, en fait. Et à partir de là, on comprend aussi ton cheminement. Ni hier, ni demain, mais c'est maintenant, parce que c'est maintenant que tu respires, c'est maintenant que tu es vivant, et c'est maintenant que tu assures ta propre survie, en fait. Absolument. Et je suis toujours dans cette énergie-là. J'ai des projets, mais quand je fais un projet, j'y mets pas d'espace-temps. Il n'existe pas l'espace-temps futur. Tout l'univers est basé sur le maintenant, sur tout de suite. Et c'est là que quand tu es au pire des instants, c'est là où tu n'as plus à manger, tu n'as plus de toit sur ta tête, qu'il se passe la fraction de seconde qui fait que le boulanger, qui te chassait comme un malpropre, va finalement, par l'entremise d'une dame, oui. te donner un sandwich. Oui. Ou un ami qui va te dire « mais viens, je vais te prendre à la maison ». Oui. À chaque fois, ça se passe comme ça. À chaque fois que j'étais au plus bas, comme s'il ne me restait plus que le bout du doigt qui sort de la glaise, du sable mouvant. Il y a quelqu'un qui a fait ça pour me sortir. À chaque fois. Et alors c'est la chance, ça, Pierre, on va te dire. C'est la chance. Ouais. Tant mieux. Eh bien, la chance, elle a plein de visages que je n'oublierai jamais. Et des visages différents, avec des actes différents. La chance, si on peut l'appeler comme ça, elle a la faculté extraordinaire d'être présente quand il faut, au moment où il faut, avec des représentants différents. Et c'est vrai que ce boulanger qui m'avait chassé comme un malpropre, j'ai perdu ce jour-là, plus rien n'avait d'importance vis-à-vis de ce que j'étais. J'imaginais que quand j'étais devant la vitrine, je me nourrissais d'imagination, où je rentrais, j'avais les moyens, et j'achetais un gâteau, je mangeais
délectation, tranquillité. Ou alors je me goinfrais. Et quand je l'ai vu passer, sortir faire le tour et me chasser, parce qu'il avait peur que je fasse chasser sa clientèle, je fasse partir. J'ai été... mon amour-propre a été fragmenté, instantanément. Mais sans lui, j'aurais peut-être pas rencontré l'humilité. Donc on peut le remercier. La gratitude. Oui. Y compris pour celles et ceux qui vous Oui. ont fait du mal, ou qui vous ont, à l'instant T, J'ai toujours compris que les gens qui faisaient du mal sont des gens qui ont mal. Et que c'est leur manière et un réflexe de se sécuriser en voulant être plus fort et en attaquant tout de suite. C'est quand même mieux de prendre du recul et de faire du mieux qu'on peut pour pas faire de mal, mais c'est pas de leur faute s'ils font ça comme ça. Après, il faut pas les laisser rentrer dans votre univers, une fois que vous avez compris qu'ils vous font du mal. Mais il faut rencontrer la tolérance de la différence. Ils sont différents, ils fonctionnent différemment, ils comprennent différemment, ils vont moins vite dans l'action, ils vont moins vite dans l'intellectualisation, émotionnellement. Donc si on est dans la tolérance, on rentre sur un chemin de pardon. On peut pardonner sans le dire aux autres. Mais on peut quand même leur dire, je t'aime, mais tu restes dans ton univers et tu me laisses tranquille. Ce boulanger dans cet acte violent, c'est un des plus violents que j'ai rencontré comme acte. Hein. Pas uniquement physiquement, c'est pas physiquement, j'ai rencontré pire. Mais cette intention de montrer que je n'étais rien finalement, et que pour lui j'étais tout ce qu'il ne voulait pas, m'a fait grandir. Et m'a renforcé à comprendre que jamais je ne ferai ça à personne. Et au milieu de ce chemin initiatique que tu vivais chaque seconde, de ce présent qui t'a mené vers celui que tu es maintenant, il se passe aussi des événements extra-corporels, extra-réalité, que tu décris d'une manière tellement incroyable. Tu peux nous en parler justement de cette... Oui, parce que si on prend l'adolescent qui est à la rue, qui grandit dans la rue, on a une phase de mon existence, avec tout ce qui va avec. Hein. Mais cet adolescent qui grandit, il a aussi déployé par son instinct de préservation des aptitudes et des capacités qui font qu'il perçoit et qu'il ressent tout. Et donc il fait des rencontres extraordinaires, à qui peut voir. Mais aussi, il ressent les choses. Je commence à m'occuper des gens, des propres clochards dans la rue, en faisant du magnétisme guérisseur. Déjà petit, je le faisais à la ferme, où en caressant les chiens, en leur donnant de l'amour. Le vétérinaire a fait le constat qu'ils allaient de mieux en mieux, qu'il y en avait même qui étaient guéris. Donc voilà. Donc ça s'est plutôt développé de plus en plus. Et plus ça allait, plus ma médiumnité, puis on peut le parler comme ça, était aiguisée. Comme un diamant qui se taillait jour par jour dans l'insécurité, dans tout ça, ça se taillait tel un diamant. Et donc à partir de là, bien, pour moi, ça devenait ma propre nature. En fait, être médium, guérisseur, magnétiseur, dans ce corps terrestre, mon humanité, c'est ma propre, c'est ce que je suis en tant que médium magnétiseur, c'est naturel chez moi. Tout en gardant cet enfant qui grandit dans la rue et qui à ce côté rationnel de croire ce qu'il voit, le côté carré, le côté structure qui est là. Donc oui, j'ai vu des défunts, j'en voyais beaucoup. Je voyais des gens en terrasse et je voyais leurs défunts à côté. Je vais par exemple manger dans une pizzeria. C'est extraordinaire ça. Tu l'as vu ce passage? Dis-moi, je l'ai lu. Hein, Je rentre dans une pizzeria et je m'assieds parce que c'est Noël. Je dis tiens, je vais aller au restaurant puisque j'avais gagné un peu d'argent, j'avais fait un peu de choses, j'étais jeune. Et je me dis, tous les gens qui seront là, c'est comme si c'était ma famille. C'est terrible, hein, de vouloir aller au restaurant et dire, je vais manger en famille à Noël. Et je me mets au fond. Et là, je vois un monsieur qui mange, qui est abattu, qui ne mange plus, qui n'est pas bien. Je ne vais pas squeezer, mais... Et je vois une femme rentrer. Classe. Très belle. Habillée un peu dans une époque différente que nous. Je dis, bon, bah, c'est son style. Et elle le regarde.
Et elle est derrière, elle passe devant, elle le regarde. Mais il lève pas la tête. C'est comme si Je ne la voyais pas. il la voyait pas. Comme si elle était derrière un miroir sans teint. Il se lève, il paye. La femme passe, je la regarde. Et elle voit que je la vois. Et là, je lui dis, Madame, pourquoi? Et elle disparaît. Et tu es le seul à la voir. Ah, je suis le seul à l'avoir vu. Hein. Mais où je me suis étonné, c'est que je n'ai pas reconnu que c'était un défunt. J'ai cru que c'était un humain comme les autres. Tellement elle avait eu cette énergie de structurer, de construire un corps qui m'avait l'air très solide. J'ai pas fait la différence. Il faisait froid, l'atmosphère était devenue très froide, parce que quand il traverse, ça ouvre un voile qui refroidit le C'est lieu. ce que tu expliques. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'était normal, puisqu'à chaque fois qu'on ouvre la porte au restaurant, c'est l'hiver, il faisait froid. Je me suis même pas aperçu que c'était un défunt. Tellement c'était réaliste. Et des choses comme ça, j'en ai rencontré plein, et des gens comme ça, j'en ai rencontré plein. Dans la rue, j'ai rencontré d'autres gens aussi. J'ai rencontré une jeune fille qui était avec son chien, par exemple. Je me souviens. Devant un supermarché. Oui, assise au mur, avec un chien. Je caresse le chien, je dis bonjour à... Je dis, je connais, je suis à la rue aussi, donc, mais un peu moins, puisque je fais des petits trucs Petit boulot. pour les gens. Et j'ai que 10 francs, à l'époque c'était en francs. Donc 2 billets de 5. Je lui donne un billet de 5, donc elle me tend la main et je mets un billet dans sa main. Et donc je sens sa main froide. Il fait froid dehors. Et je caresse le chien. Et elle me regarde et me dit, au bout du chemin, le soleil brille. Ça veut dire quelque chose d'important pour elle. C'est à moi qu'elle dit ça alors qu'elle est dans une situation qui est encore pire que la mienne. C'était à moi de la réconforter. C'est à moi de l'aider. Donc, ça me trotte, et cette phrase, il faut que je comprenne. Et donc, je fais 1, 2, 3 pas, et je me retourne pour... Et il n'y a plus personne. Et il n'y avait plus personne. Je suis allé dans le magasin, j'ai été voir partout, je ne la voyais pas, j'ai été voir l'agent de sécurité qui était là. J'ai fait, vous avez vu cette jeune fille avec le chien, etc. Il me dit, mais quelle jeune fille, quel chien? Mais j'ai dit, si, ils étaient assises là, demandaient un peu. Il dit, c'est impossible, parce que quand il y a quelqu'un comme ça, on lui dit de les faire partir, parce que c'est pas bon. Je dis, mais moi j'étais là. Il me dit, oui, je vous ai vu, vous étiez accroupi. Je pense que vous étiez en train de relasser vos chaussures. Il n'a pas vu. Ça veut dire que les morts, il y en a partout. Il y a quelqu'un assis là. Pas forcément. Mais partout où il y a un lieu où il s'est passé des choses, belles ou pas, il y a un vivant d'un autre monde. Je ne crois pas que ce soit un mort, elle. Je crois que c'est une autre énergie. Je crois que beaucoup de gens sur Terre rencontrent, parce que moi je les appelle des anges, qui prennent des formes pour lui donner une force de continuer. Comme je crois aussi que sur Terre, il y a plein d'anges qui s'ignorent. Je le raconte dans mon livre quand on s'occupe d'une personne handicapée. C'est des anges qui s'incarnent pour vivre des choses si difficiles, parce que la seule chose qu'ils peuvent transmettre, quand ils sont vraiment... c'est l'amour. Qui mieux qu'un ange peut transmettre que de l'amour toute une existence, sans demander autre chose? Et pour s'occuper de ce genre de personnes, il faut que dans la famille, il y en ait un. Pourquoi quand on pense comme ça, on nous prend pour des doux rêveurs, des naïfs? Mais regarde ce qui se passe dans le monde actuel, les guerres qui se déclarent de partout, et toi tu es là en train de penser à l'amour, et moi j'y crois. Qu'est-ce qui se passe dans les guerres? C'est terrible la guerre. C'est pas beau une guerre, quelle que soit la guerre. Mais si on rentre dans le creux, qu'est-ce qui se passe? Combien d'actes d'amour sont faits pour sauver un enfant, une famille, pour préserver quelqu'un? Combien? Si on nous montre le pire, on pense vite que le meilleur n'existe plus. Mais si on montre le meilleur, on pense vite que le pire est bien loin. Ouais, moi je suis toujours dans ça, tout en étant réaliste, hein, bien sûr. Évidemment. Moi je dis que l'énergie la plus puissante c'est l'amour. Et si on commençait à réapprendre à s'aimer, on peut commencer à se guérir. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Non, parce que comment tu expliques très justement et d'une manière tellement calme et pleine d'amour que tu n'as ni haine, ni colère, même envers celles ou ceux qui t'ont fait du mal.
comment justement parvenir à un tel niveau d'humanité. Ça veut dire que l'ego doit disparaître. C'est l'ego, en fait. Je suppose que c'est l'ego, mais quand son humanité est partie en éclats, parce qu'on l'a bafoué, on lui a tout fait, est-ce qu'il n'est pas en train de se reconstruire quand on a commencé à comprendre que même en étant différent, on peut aussi apporter une valeur, quelque chose, même si au départ c'est inconscient? Est-ce qu'avec un fil d'or, une aiguille de la même couleur, on ne peut pas recoudre ce tissu d'âme en le faisant plus briller pour justement rayonner sur les autres pour pas qu'ils vivent la même chose? C'est une question. Est-ce que... Je dis pas que je suis plus qu'un autre parce que je suis comme tout le monde. Oui. Est-ce que je suis venu avec une mémoire par rapport à ça? Est-ce que j'ai compris? Peut-être. Pas tout, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Ou est-ce que j'ai la vraie volonté de dire, allez, on continue. Allez, on est dans une incarnation pour apprendre, on ne sait pas tout. Eux non plus. Ça en fait des est-ce que... J'ai pas ça en moi. Je crois pas l'avoir eu déjà. Et plus tu chemines, plus tu les vois, tes amours. Mais Tu vas les voyager vers eux avec une espèce de fil incroyable qui te tient à un eux. fil couleur argent qui s'étend, mais alors... Il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, mais quelque chose qui se... Je sais pas, c'est comme si indéfiniment, il grandissait, comme ça. Quel que soit le plan dans lequel je suis, là on est hors du corps. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui confondent sortie astrale et projection astrale, donc c'est pas pareil. Hein. C'est quoi la différence? Eh bien, la sortie astrale, c'est que tu sors de ton corps, Oui. donc la première chose que tu vois, c'est ta pièce. C'est que déjà, tu n'es plus dans ton corps et ton corps, si tu as le courage de le regarder. Donc là, tu es dans la pièce et tu évolues. Voilà. La sortie astrale, tu es directement dans un monde parallèle. C'est-à-dire que c'est une particule de ta conscience qui va là-bas. Mais ton âme est restée dans ton corps. Il y a une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui font de projections astrales. Peu qui font des sorties astrales. Dès que tu vois ton corps et la pièce, c'est que tu es en sortie astrale. Dès que tu rentres dans un univers direct, c'est que ton âme est toujours là, mais sa conscience a emmené une particule de sa conscience qui est partie, mais c'est réel, hein, tu vis quelque chose de réel. C'est pas la même chose. Moi, la première fois que je suis sorti de mon corps consciemment, et pour la première fois j'ai voulu regarder mon corps, j'ai dit, mais c'est qui lui? Je me suis même pas reconnu. Qui est allongé sur mon lit, là. Finalement c'était moi, mais on se reconnaît pas. Ah oui? Ah non, on se voit pas tel que nous sommes en fait. En plus, je vibrais tout le temps, parce qu'on voit l'atome bouger. Parce que nous, là, on est figé, mais on n'est pas figé, en fait. On est toujours comme ça. Toujours en fréquence, en vibration, tout le temps. Si on voyait réellement, on serait comme ça. Ah, c'est marrant, hein. Comment ça va? Ah ouais. Ouais. Et à partir de là, plus je me rapprochais, plus je pouvais zoomer. Donc là, je commençais à voir les réseaux sanguins, etc., etc. Comme une planche anatomique. Et c'est comme ça que j'ai compris que tout mon système était mais un ralenti tel. C'est comme ça. Le cœur, je dis poum, poum. Comme si j'étais pas mort, parce que ça bouge quand même, mais pour quelqu'un de l'extérieur, je devais être très froid Ouais, apathique. et pas très total. causant. Ah oui. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on voit. Après, on peut traverser les murs, on voit les particules des murs, on voit tout, c'est merveilleux. On voit l'aura, la vibration, les fréquences des arbres, etc., avec des couleurs, quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Et ça te tombe dessus comme ça? Bah, je crois qu'il y a plein de gens à qui ça tombe dessus comme ça. Par exemple, ça t'est déjà arrivé, toi, d'être sur ton lit, allongé, et tout d'un coup, tu tombes. Bah, ça, c'est une sortie astrale. Le problème, c'est que c'est ta peur qui te ramène. Tu dis, ah, je tombe. Hop, ça te ramène. Oui. Parce que la sécurité, c'est la peur. Ou de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec le lieu dans lequel on est. Une contradiction. Donc ça crée la peur, hop, c'est une sécurité. Marrant, ça. Dis-moi,
à l'hôpital, peu avant la mort de mon mari. Je suis assise à ses côtés. Il est allongé dans le coma. Et je vois la pièce. Et je me vois. Donc, On m'a dit que c'était une dissociation pour ne pas souffrir. alors, il y a la dissociation émotionnelle, la dissociation mentale, etc. Ça, c'est une dissociation émotionnelle, on est quand même dans son corps, on ne voit pas toute la pièce. Il y a un mélange entre la dissociation, justement, pour prendre du recul, mais moi, je pense qu'il est sorti du corps, mais pas total. Une sortie astral, ça peut être, je sors que le haut, et le reste est toujours là. Je pense que c'est plus ça. Mais on voit l'ensemble, tout en se voyant, et tout en étant conscient d'être dans son corps. Oui, Exactement. c'est on va dire, c'est une moitié de sortie. Oui, Ouais. c'est juste ce que tu dis. Ouais. Bien sûr. Ça arrive à plein de gens. Ils sont là, ils touchent leur corps, et puis tout d'un coup, ils voient la pièce. Faut-il autant souffrir pour toucher du doigt la totalité de notre puissance, en fait? Ben non, c'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'il faut pas... Il serait mieux de vivre des bonheurs et de rentrer dans des compréhensions du bonheur pour pouvoir toucher cette force. Mais le problème de l'humain, c'est qu'il voit la première chose qu'il voit quand on a des ressentis, des choses comme ça, qu'on a aiguisé un peu ça, c'est la souffrance de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà. Parce que la souffrance de l'autre, c'est ce qui se dégage en premier. Donc, il faut aller au-delà. Il y a des gens qui s'arrêtent à ça, qui disent « Ah, il souffre ». Alors que, si on va au-delà, on comprend qu'il y a bien plus derrière. oui. Non, il ne faut pas souffrir. Moi, je suis passé par ce chemin-là, je le souhaite à personne. Mais j'explique à plein de gens pourquoi vouloir évoluer dans la souffrance alors que si on peut aussi évoluer dans le bonheur. Mais peu de gens le font. Peu de gens prennent conscience pourquoi je vis ce bonheur, pourquoi je le vis, pour apprendre. Et ce qui fait que si je l'apprends, ce bonheur, et si je comprends pourquoi je le vis, et pourquoi je l'ai mérité, ce bonheur, ben, j'ai pas peur de le perdre, puisque je sais que ça peut se renouveler. Donc déjà là, on peut apprendre à évoluer, on peut apprendre à prendre du recul, à s'apaiser, pas uniquement dans la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui fait que, on va dire que c'est un accélérateur de compréhension. Pas tant qu'on subit, hein, parce que moi je dis que tant qu'on n'accepte pas, on subit, et donc on ne comprend pas. Le jour où on rentre dans l'acceptation, tout en étant sans résignation, sans être dans un déni, hein, en étant objectif, et qu'on rentre dans cette compréhension, et cette acceptation nous apporte une compréhension. Et cette compréhension nous apporte une évolution, forcément. Et c'est là qu'on n'est plus spectateur de sa souffrance, mais acteur de son existence. Et pour autant, tout te fait comprendre que plus tu vas toucher l'amour, le bien, c'est souvent ce qui nous arrive aussi dans la vie, en fait. Oui. Tout de suite, l'ombre, le mal, la douleur apparaît. Souvent, c'est le cas. Et c'est ce que tu racontes aussi, toi. Plus tu allais vers la lumière, plus le putain de... Plus l'ombre me talonnait. C'est ça. Coucou, je suis là. Ouais. Alors c'est vrai que depuis petit, j'ai l'impression que cette ombre-là, elle a tout fait pour me faire trébucher. Elle a tout fait pour que je ne réalise pas ou que je ne devienne pas ce que je suis. Elle savait mieux que moi dans quel chemin j'allais, puisque moi je ne savais pas, puisque j'étais abandonné dans la rue. Mais j'avais cette lumière, cette flamme qui me disait ah non mais tu peux l'aider, lui, tu peux l'aider. Je ne regardais même pas ma situation en fait. Et donc il a tout fait pour me... Est-ce qu'il voulait que je devienne plus sombre pour m'enrôler dans son équipe? Peut-être. Il n'a pas réussi. Hein. C'est peut-être pour ça que je ne le vois plus aujourd'hui. Qu'il n'est plus à mes côtés, enfin à mes côtés, contre moi. C'est vrai. Depuis combien de temps? Ça fait des années maintenant. Enfin, ça fait des années. Je ne sais pas au niveau de l'espace-temps, parce que j'ai un problème avec l'espace-temps. Pour moi, c'est toujours maintenant. Il avait quelle forme, cette... Très longiligne, tout noir. Forme humaine, mais un peu grossière. Avec une tête. Et quelque chose comme un chapeau, noir,
et des grands yeux très blancs. Je l'appelais l'homme au chapeau au départ. Et puis après, quand j'ai vu la manière dont il agissait contre moi, je l'appelais le ténébreux. Il n'est pas bon. Il s'est posé une fois au-dessus de moi, j'ai pas écrit là, j'ai pas tout dit. Il s'est posé autrefois au-dessus de moi et comme s'il voulait aspirer tout mon oxygène, comme si j'allais mourir de la maladie bleue. L'enfant qui oublie de respirer. Comme s'il m'aspirait tout cette énergie. Pas l'énergie, mon oxygène, comme si je ne pouvais plus respirer, comme si j'étais étouffé, tétanisé. Je pense que ça arrive à plein de gens, ça. J'ai compris que lui, c'était la colère, la haine, et qu'il fallait que je m'en éloigne. Et que si j'étais en colère et dans la haine, j'étais trop proche de lui. Et ça, je l'ai compris. Que pour lui faire mal, sans vouloir lui faire mal, il fallait mettre l'amour. Et j'ai compris que ça le brûlait, l'amour. Ça faisait mal. La tranquillité. L'indifférence. Tu racontes cette histoire d'une personne qui est sur le quai d'une gare ou d'un métro. C'est une gare. Ce jeune homme. Et lui aussi, il a rencontré le ténébreux. Il a dû avoir le même. Il attend le train. Il est joyeux. Il a un super job. Il est en couple parfait. Il va bien en couple. Tout va bien dans sa vie. Il est heureux. Et à un moment donné, il sent une ombre qui le traverse comme ça. Au moment où le train arrive. Il est persuadé d'ouvrir la porte. Enfin, d'ouvrir la porte du wagon. Il passe son pied pour rentrer dans le wagon. Seulement, il est devant le train. Il est donc percuté. Pas écrasé, hein, mais avec des dégâts. Et il a survécu. Il a survécu. Il est venu me voir pour un magnétisme à l'époque. Et quand il a commencé à raconter ça, j'ai posé ma main sur lui et j'ai dit « Laissez-moi voir ». Et j'ai vu le ténébreux, j'ai vu la même système. Je ne dis pas que c'est le même, hein, parce qu'il doit y avoir tout un groupement. J'ai vu cette énergie noire, là, et tout ce qui se passait. Et effectivement, il était persuadé d'entrer dans le wagon. Il dit, mais j'ai jamais voulu me suicider, moi. Il est vivant, hein, aujourd'hui. Bon, alors je ne dis pas les opérations, enfin tout le... Mais on en guérit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est visité par ces forces-là, comment faire? Lui, il reste vigilant. Parce qu'on a discuté un peu. Ça perturbe. Moi, j'ai pas peur. Ça a été mon quotidien depuis que je suis né. Mais je suis bien tranquille quand ils sont loin de moi. Parce que je me suis réveillé avec des traces. Mais oui, de griffures. Des griffures. Dans le dos, ça arrive parfois encore, des morsures. Sur le pied. On vient t'attaquer. Oui, c'est physique. Hein. Physique. Et ça saigne. C'est des agressions. Physique, bah oui. Vous savez, une énergie d'un défunt ou autre peut soulever ce meuble et le balancer, donc il touche la matière. Donc qu'est-ce que de la peau par rapport à la matière? Mais ça n'arrive pas à tout le monde, hein, je voudrais rassurer les gens qui me voient. Disons que moi, depuis petit, je suis dans le milieu... donc je suis sur un chemin pour remettre les gens dans leur propre lumière et découvrir la mienne. Et on va dire que je suis dans le bien. Donc forcément ça dérange le mal. Donc, et moi j'ai fait ça beaucoup, tous les jours, je rencontre beaucoup de gens, et depuis toujours. Donc forcément, on m'envoie une équipe. Donc c'est pas le cas de tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des choses à ne pas faire en fait. Oui. Souvent, on a peut-être c'est votre cas, mais des gens qui font du spiritisme autour d'une petite table et qui, voilà, ça c'est des choses qui sont très dangereuses, c'est ça, c'est ce que tu dis? C'est très dangereux parce que c'est incontrôlable. Premièrement parce que la Terre c'est une fréquence basse. Et nous, plus on veut évoluer pour monter dans une fréquence plus haute par rapport à cette lourdeur de fréquence. On appelle ça des vibrations, des tonalités, ce que moi j'appelle une musicalité. C'est beau. Donc une musique plus lourde et une musique plus légère qui nous emmène. Donc quand vous vous mettez là, bon, vous pouvez faire bouger le guéridon. Hein. Ça c'est juste un effet, une alchimie
normal d'électromagnétique et d'énergie Ouais. qui peut faire bouger la table à plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit. Hein. Ouais. Mais à partir du moment où on l'appelle et qu'on veut le faire venir, on va ouvrir des portes, des multitudes de portes. Mais les portes les plus proches de nous, c'est lesquelles? Puisque nous sommes d'une vibration basse, c'est celle qui est encore plus basse. C'est eux qui viennent en premier. Les autres, dans la lumière, avant de venir et de descendre dans cette fréquence, il en faut Du temps. ouais, Enfin, du temps pour nous. chemin. Voilà, un chemin. Donc, très souvent, très souvent, c'est l'ombre qui monte. On n'appelle jamais un défunt, on l'appelle jamais, il est là. On peut lui demander de l'aide, on peut lui dire je ne vais pas bien. On peut prier pour lui, on peut continuer à l'aimer. Mais on ne lui dit pas viens, viens. C'est pas lui qui vient en premier. C'est dangereux. Il y a plein d'outils comme ça qui sont dangereux. Ouais. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mon rôle à moi, c'est pas de les persuader, hein. C'est de leur dire voilà, moi, je sais ça à peu près. Vous en faites ce que vous voulez. Chacun doit garder son libre arbitre et ses choix. Ouais, c'est ce que tu racontes d'ailleurs dans Le Soigneur d'âme, puisque tu expliques un petit peu comment fonctionne la médiumnité, que chacun est potentiellement médium. Et tu expliques aussi que tout un tas de personnes se présentent comme telles, Oui. soit pour être payées, pour obtenir je ne sais quoi, ou dominer quelqu'un. Toi, systématiquement, tu ne demandes jamais d'informations Non, quand on vient te voir pour entrer en contact avec un défunt. non, surtout pas. Pour moi, me donner une information, même si je me dis j'ai ma mère qui... c'est déjà trop. Eh oui. Parce que ça va m'intoxiquer. Parce que cette petite racine d'information, j'ai pas envie qu'elle grandisse en moi pour me perturber. Je préfère, et de toute façon la vraie médiumnité ça marche comme ça, la personne elle vient, elle s'assied en face de moi, elle a des photos, je dis vous les mettez à l'envers, je ne veux pas les voir, je veux rien savoir, il ne faut rien me dire, et je dis je préfère qu'ils se présentent eux-mêmes. Et à partir de là, on laisse venir. J'appelle personne. Ils sont déjà là ou pas. Et là je raconte tout ce qu'ils me racontent. Quand ils viennent vers nous, ils reprennent ce manteau terrestre de leur dernière incarnation. Donc ils reprennent quoi? Leur caractère, leur mimique, leur physique, leurs habitudes. Les petits détails. Les petits détails qui font que... Et ils envoient des souvenirs communs avec la personne ou avec d'autres pour se faire reconnaître. Nous, quand on raconte notre vie, par exemple, on part de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes d'accord? Eux, quand ils racontent la leur, ils partent de leur départ jusqu'à avant. Donc c'est inversé au niveau de la boussole. Mais moins on en sait, mieux c'est. Moi, en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça, je fonctionnerai toujours comme ça. Il n'y a personne qui me dit quelque chose, tout le monde le sait, hein. Je ne l'apprends plus. Et alors, Ou elle revient dans 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui peut paraître aussi terrifiant quand on te lit, c'est que tu es capable, et c'est ce que tu as vu avec une dame dont tu étais très très proche, qui t'avait d'ailleurs sur un banc laissé son sandwich. Tu nous parleras de cette dame. Et tu es capable de voir, comme les auras négatives, les ombres qui correspondent à des pathologies aussi. Oui. Et ça, c'est... Alors ça, c'est terrorisant. Quand on est enfant. Et quand on aime les autres. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, et que tout d'un coup, vous voyez quelque chose de sombre, de noir à l'intérieur, par exemple, au niveau des intestins, et qui a tendance à grandir. Vous savez que c'est pas normal. Vous savez que c'est pas quelque chose de bien. Vous n'avez pas les mots quand vous êtes enfant. Vous dites, il a mal là, le monsieur. Lui, il ne le sait même pas encore, ça se trouve. Oui, c'est des endroits qu'on regarde, mais après, ça s'est appuyé pas que sur la vue. Hein. Après, j'avais des évidences qui me traversaient. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des évidences, j'ai des phrases qui me traversent, j'ai l'organe qui se montre. Je ne verrai pas la personne en entier, mais je vois son organe, je vois ces choses-là. Avant, c'était... Je me faisais percuter partout. Maintenant, c'est un choix. C'est ça mon évolution, on va dire. Est-ce que cette perception-là
est proche de la voyance. Je sais que la voyance, tu l'as à un moment donné J'en ai fait exercée. 35 ans. Voilà, et c'est terminé. Oui. Pourquoi d'ailleurs? J'ai arrêté parce que moi, je voulais être utile dans la voyance. Je voulais être celui qui enlevait ce brouillard que les gens avaient devant leurs yeux par rapport à leur existence et plutôt consolider les choix qu'ils avaient déjà faits. Pas pour dire il va se passer ça ou ça, ce qui est possible. Hein. Et je me suis aperçu que sur 10 personnes, il n'y en a que 3 qui étaient vraiment dans le besoin. Et que les autres, ils venaient comme ça pour aller dire j'ai mon voyant, c'est la mode, j'ai pas besoin, ou alors je suis dans l'addiction. Je voulais plus participer à ça. Oui. C'est pas une punition, hein, c'est moi qui ai décidé. Mais en même temps, ça me laissait plus d'espace-temps pour faire autre chose. Oui. Voilà. Oui, parce que n'oublions pas que chacun est maître de sa vie, Absolument. de ses choix. Oui. Et c'est pas un médium, un voyant ou une autre personne qui pourra Non. nous montrer le chemin, en fait. Non, il est là pour donner des probabilités. Ouais. Et pas de dire il faut faire ça. Ça, j'ai jamais fait ça. Il se passe ça. Votre passé, c'est ça. Aujourd'hui, ça vous a ramené à ça aujourd'hui. Donc, ça amène un système d'entonnoir par rapport aux choix faits qui vont se réduire et va apporter 2-3 probabilités en fonction des choix qui seront faits de la personne. Et non pas de dire il faut faire ça. Imaginez que. On imagine que je regarde une personne, c'est pas la peine de bouger de chez vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez plus seul. Une personne, ça fait 20 ans qu'elle est chez elle, elle attend sur son fauteuil, et elle est toujours seule. C'est pas le but. Il faut continuer sa vie. Non, moi je faisais ça pour consolider ce que les gens pressentaient, ou les choix qu'ils avaient faits. Non pas pour dire faut faire ça. Voilà pourquoi j'ai arrêté moi. Et c'est Mais ça, non, ça ne rejoint pas la voyance, Ouais. pour répondre à la question. D'accord, oui. Ça ne rejoint pas la voyance, c'est plutôt corps subtil, information qui se transmet. Quand nos corps subtils, donc l'aura, c'est ce qu'on appelle les corps subtils, il y a toutes les informations dedans par rapport à la personne dans la matière. Hein. Donc mes corps subtils et les tiens, par exemple, on est en interview, sont interconnectés. Eh oui. Voilà. Et donc à partir de là, donc ça me déclenche moi un visuel qui fait que je vois dedans. Mais je ne suis pas le seul à faire ça. Pourquoi moi, je ne vois pas de lumière ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui pourrait me permettre, parce que moi c'est un chemin que je prends aujourd'hui, la mort de mon mari est un cadeau de la vie qui m'a ouverte sur tout un univers que je ne croyais pas possible, et il a bouleversé mon chemin. C'est une gratitude par rapport à cela. Peu de personnes le comprennent, mais moi c'est mon cadeau je de comprends vie. très bien. Je... Au départ, on vit un drame, on vit une souffrance, donc on surpasse notre égoïsme du fait de l'absence. Oui. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le deuil et le chagrin. D'ailleurs, le premier rôle du défunt, c'est de s'accompagner, de porter chagrin avec nous pour guérir de leur absence. Ça, c'est leur premier rôle. Donc, pourquoi tu vois pas ? Eh bien, parce que tu vois trop la matière. Mais oui. Si tu me regardes moi, tu verras pas. Par contre, si tu regardes, tu vois, quand tu es passionné, quand tu fais un tableau, quand tu écris un livre, quand tu joues de la musique, à un moment donné, il y a un espace-temps qu'on appelle l'instant présent encore. Tu le mets dans une fréquence où tout le temps se compresse, donc ça accélère notre temps. Et ça ralentit ceux qui nous attendent, le temps de ceux qui nous attendent. Bon, à partir de là, on a l'impression d'être là depuis 5 minutes, mais en fait, ça fait 1h30 qu'on est dessus. Ça te parle, cet instant-là ? Ah, mais bien sûr. Ou quand tu as le regard dans le vague, ou dans le rêve. Donc tu ne regardes plus avec les yeux de ton corps, tu regardes avec les yeux de ton âme. C'est là où l'âme regarde. Et donc si tu regardes, tu vois, moi je vois ton aura là. Si tu regardes autour de moi, sans me voir, tu verras tout ce que tu dois voir, mais pas avec les yeux de ta matière. Ah, mais je vois Tu commences à voir là. Ouais. Je vois un contour blanc autour de toi. Ouais. Ouais. Et plus tu continues sans te poser de questions, plus tu verras. Parce que si tu te dis, ça y est, je vois, ça y est, tu es revenu dans le mental. Mais tu vois, en fait, tout ce que tu racontes va à l'encontre
de ce qu'on nous inculque dès l'enfance, à l'école, au travail, dans la société. C'est-à-dire que j'ai, moi, eu le sentiment, depuis ma naissance, même si j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours, très heureuse, famille aimante, voilà, je suis tombée dans un... J'ai choisi une bonne famille. C'est génial. Pour autant, tout semble, comme tu dis, vouloir nous prendre cette lumière, cette joie, et nous retirer tout ça, jusqu'à nous dénaturer, nous déstructurer, devenir ce que nous ne sommes pas, jusqu'à un moment où le corps ne peut plus. Et le corps dit, je suffoque en fait. Et on arrive à créer ça, mais après tellement de souffrance, quoi. Oui. Le problème, c'est qu'on nous éloigne de nous pour faire ce que l'on veut de nous. Et ça date depuis très longtemps. C'est une structure qui a été mise en place comme ça. Mais prendre conscience de ça, même s'il y a eu des souffrances plus grandes, c'est se faire un cadeau. Et tu vois ce que tu as construit là. C'est un cadeau que tu partages avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. C'est ça, mettre les gens dans leur propre lumière. Toi aussi, t'es une passeuse de lanterne. Et c'est aussi le départ de Claude qui t'a mis dans ça. C'est là où il ne faut plus douter. C'est là où il faut se dire, je suis à ma place. S'autoriser à prendre sa place, parce qu'on nous interdit de prendre notre place. Mais oui. C'est fait pour ça. Et le jour où on s'autorise à prendre sa place, notre aura, dans sa fréquence, devient la transpiration de l'âme que nous sommes. Et c'est là qu'on rayonne sur l'ensemble. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc il faut malheureusement passer par des souffrances. C'est comme ça aujourd'hui. Il faut rencontrer la délivrance et avoir l'essence même de pouvoir se lever, s'élever intérieurement, même pour faire un sourire à quelqu'un. C'est ça ton SMET. Que dire, Pierre, à celles et ceux qui nous écoutent, ou même dans cette pièce, à celles et ceux qui pourraient désespérer, qui pourraient trouver le temps long, qui pourraient trouver une situation bloquée, injuste, et qui pourtant œuvrent vers cette lumière, vers ce partage. Que leur dire pour leur donner ce courage de continuer à y croire et à avoir la foi, parce qu'on parle de foi là. La foi, c'est pas croire en ce Dieu-là ou ce Dieu-là. Hein. La foi, c'est cette étincelle insoupçonnée que l'on a en nous. Palpable, je crois pas. Mais qui nous remplit, j'en suis sûr. Et qui s'agrandit dans les moments les plus durs. Et elle qui va booster nos cellules, nos molécules, notre mental, nos émotions, elle va nous remplir, et hop, elle va reprendre sa place. Cette foi-là, la foi en la vie, la foi en divin, la foi en l'autre, la foi en nous, tout le monde l'a. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ne savent pas, pour certains ne savent pas qu'ils ont une force insoupçonnable en eux. Insoupçonnable. Une énergie qui peut leur permettre de, non pas de déplacer la montagne, mais de la survoler, sans l'ébranler. Et bien, je dirais à ces gens-là qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent et qui passent par des moments difficiles et qui se battent très courageusement tous les jours et qui veulent aller dans un chemin de lumière, j'ai une question à leur poser. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes toujours là. C'est que vous avez encore réussi à surpasser ce que vous pensiez insurmontable. Et c'est là où il ne faut pas
se victimiser. Il ne faut pas dire que je suis une victime, parce que quand on se dit ça, on est dans une comparaison de l'autre. Mais on ne sait pas ce que l'autre vit, on ne le voit que dans l'apparence extérieure. Il faut se reconnaître en tant qu'âme, en tant qu'existence, et dire j'ai ma place, j'ai ma force, je ne vais pas croire tout ce qu'on dit de moi. Je vais faire ce que moi, j'ai décidé pour moi. Et là, c'est une question de choix, encore une fois. Et à chaque fois qu'on se dit je suis prêt, je suis pas prêt, on a déjà perdu beaucoup de temps. Ouais. Faut pas se dire, faut être. Faut jamais désespérer. Et je te parle d'une personne qui était très proche de toi, dont tu parles d'ailleurs dans ton livre, qui elle a fait le choix de partir, de quitter cette terre, une jeune femme. Isabella. Isabella. Elle n'est pas seule, Isabella, dans ce choix. Non. Ça veut dire quoi pour celles et ceux qui l'ont vécu aussi, qui peuvent avoir été aussi tentés par le suicide? Ça veut dire qu'on a perdu la foi? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est affaibli et on a fait un choix. Mais on n'a pas perdu la foi. Ça veut dire aussi qu'on a un courage devant la mort et une fragilité devant la vie. C'est aussi de la force. Mais le but, c'est de surpasser cette envie de disparaître. Pour éviter la répétition dans notre vie quand on s'incarne. Eh oui. Parce que ce chemin, si on ne le surpasse pas, il va se représenter après, dans une autre vie, jusqu'à ce qu'on puisse le surpasser. Mais Isabella n'était pas seule, elle était aussi accompagnée d'un ténébreux que j'avais observé. Et qui lui soufflait à l'oreille. Comme il a soufflé à l'oreille de plein de gens autour de moi. Mais tu l'aimais? Ton amour était là? Profondément, mais j'ai écrit une phrase, un passage où on est l'un à côté de l'autre. Je sais qu'elle m'aime, et elle sait que je l'aime, mais j'ai deux personnes pudiques et hyper timides l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui se raconte? Rien. Rien. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, le jour où j'ai voulu lui dire que je l'aimais, je suis venu avec des fleurs, des roses. J'ai frappé chez elle et c'est sa mère qui m'a ouvert. Et quand j'ai dit est-ce qu'elle est là, elle m'a dit mais elle est morte. Et là, le monde s'écroule. Je me rappelle toujours de ces épines de roses que j'écrase dans mes mains. Je m'assieds sur le trottoir d'en face et en hommage pour elle, je pose les roses face à la porte. Elle venait de mourir, elle s'était suicidée. J'ai pas pu lui dire, mais je l'aime toujours, profondément, ça se sent. Et elle est venue me voir depuis. Non. Oui. On s'est recroisés d'une manière différente, en disant je serai toujours là. Et c'était pas pour me rassurer, parce que je savais qu'elle allait bien. C'est pour me dire qu'elle était là. Les mots sauvent. Les mots M-O-T-S. Bien sûr, les mots sauvent. Les mots... les mauvais mots, les mots mal mis au mauvais moment, de manière maladroite, peuvent détruire. Mais ils peuvent aussi construire, ils peuvent guérir. Ils peuvent éliminer les mots. Et un mot, une phrase, un regard, Oui. peut transformer votre vie. Rend visible. Bien sûr, Comme on te regardait dans la rue. oui, T'étais visible. c'est ça. Mais quand on est dans la rue, quand on vit dans la rue, on est dans un univers que les autres aperçoivent, mais ne voient pas. En fait, j'ai l'impression là, quand tu me parles, que ce que tu as vécu dans la rue, c'est finalement une allégorie de ce que tu vis là, avec tes ombres. Bien sûr. C'est une parallèle, c'est là. Je le vis toujours un peu. Il fallait que tu le vives, en fait. J'ai l'impression, Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai créé une armure en moi? Pas une armure d'indifférence ou autre. Une armure de compréhension. Tu sais ce que Pour mon c'est? évolution, je ne sais pas si je suis évolué ou pas évolué, parce Eh que ouais. j'apprends ce que je peux comme je peux. Tu sais ce que c'est de ne pas être vu ni regardé. Absolument. Et du coup, tu les regardes. Tu les Je vois. les vois.
Il fallait donc que tu passes par L'invisibilité l'invisibilité. pour voir l'invisible. Incroyable. Ouais. Et merveilleux en même temps. C'est quoi ça? Ah, c'est un tatouage. Et ça veut dire quoi? Honneur. En quelle langue? Japonais. Pourquoi honneur? Non, parce que moi j'honore tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, même les arbres, les plantes. Et je laisserai toujours le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Et je vis dans un chemin, une ligne, pour ne pas déshonorer, ne pas humilier. Ça, c'est la boulangerie. Voilà. Je vais te demander un mot pour une question. Ton mot préféré. Mon quoi? Ton mot préféré. Amour. Amour. Ah oui, sans hésitation. Celui que tu détestes. Celui que je déteste, alors là, c'est... En fait, je déteste aucun mot. C'est compliqué. Je pourrais dire indifférence. Ouais. Ton gros mot préféré. Chez nous, on dit putain. Oui, parce que tu es du sud, toi. Cannes, c'est ça? Non, j'ai été élevé une partie de mon enfance à Martigues. Ah, Martigues, ouais. Ouais, c'est pareil. Hein. Là, Mais t'es un globe-trotteur en même temps. Oh là là. Ouais. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée. Moi, j'aime les chansons à texte, en fait. Édith Piaf, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Et tu as revu ta maman? Biologique, Biologique. Oui, bien sûr. Qui est décédée aujourd'hui. Qui m'a confirmé tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais vu. C'est ça. Oui. Tu l'aimes? Profondément. Tu lui as dit? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Ben, c'est compliqué, c'est comme si elle avait pris un uppercut. Elle a répondu avec ses yeux. Comme si elle disait, j'avais pas le droit d'être aimé. Quand les gens ont du mal à être aimés, ou ne savent pas aimer, ou ne veulent pas être aimés, c'est bien d'avoir quelqu'un dans leur environnement qui peuvent aimer pour d'eux. Et les remplir malgré tout. Voilà. Et je voudrais que ce soit toi qui aies le mot de la fin. Je voudrais que tu me dises ce que tu ressens là, ici et maintenant, à l'issue de cette interview. Ici, je me sens pas nu. Je me sens libre d'être enfin... J'aime beaucoup la simplicité, le naturel et ce rapprochement d'âme à âme qu'il y a. C'est pas des mots pour des mots, hein, c'est une sincérité. Et moi, je me sens chez moi. Et pour me sentir chez moi, pour quelqu'un de la rue, il en faut. On se sent bien ici, c'est un cadeau ici. Et c'est toi qui as un cadeau pour nous, pour vous, et merci infiniment. C'est moi. Merci beaucoup, Dominique. Et je suis certaine que vous aussi, comme Pierre Yonaz, vous vous sentez à la maison sur Entre vous et moi. L'endroit où les mots soignent les mots et permettent de se sentir moins seul dans la lumière. Alors partagez nos émissions sans modération autour de vous. Faire du bien et diffuser l'amour est un cadeau de la vie. Pensez à vous abonner, à nous laisser des likes, des commentaires aussi. Et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, vous pouvez laisser un don dans le lien en description sous cette vidéo. Merci.